Bonjour à toutes et bonjour à tous. On se retrouve ici sur le plateau télé du One to One Monaco. On est très content d'être ici. On est très content aussi d'avoir deux beaux invités. Merci d'être avec nous. Amélie Poisson, directrice générale adjointe de la Redoute. Bonjour Julien. Bonjour. Et Romain Rouleau, directeur digital et e-commerce du groupe Kingfisher. Voilà, Castorama, Brico Dépôt, en France notamment. Bonjour Julien. Merci d'être avec nous. Pas mal de choses à voir avec vous. Première peut-être question. Quelle est votre impression de cette édition? Je sais que vous venez chaque année ici au One to One Monaco. C'est quoi votre ressenti cette année, aujourd'hui? Amélie. Alors, donc, on fait partie tous les deux du comité éditorial du One to One Monaco. Évidemment, c'est un événement qui est très important pour nous. Je trouve que cette année, on voit il y a un très fort dynamisme, comme toujours, une très forte fréquentation. C'est encore un peu tôt pour avoir le ressenti de tout le monde, mais voilà, je trouve je dirais, dynamisme, énergie et aussi convivialité. Je crois qu'on est tous contents de se retrouver en physique et de pouvoir échanger aussi de façon informelle. Romain. Oui, je dirais que je suis en phase. Bon, là, on est à mi-chemin, puisqu'on ça a démarré. On est mardi, donc c'est le deuxième jour, effectivement. Deuxième jour, mercredi. Mercredi, Julien. On est mercredi aujourd'hui, c'est vrai. Donc c'est le deuxième jour. Donc voilà, on est au milieu de la session. Ce qui est sûr, c'est qu'on est aussi dans la continuité. Comme le dit Amélie, il y a une logique de régularité, de fidélité dans cet événement, aussi bien par rapport aux participants annonceurs qu'aux participants côté exposants. Et ça, c'est un élément qui continue et qui se confirme cette année aussi. Alors cet événement, il est construit depuis plusieurs mois, évidemment, pour cette édition. Et vous l'avez rappelé Amélie, vous faites partie donc du comité éditorial du One to One Monaco. En quoi ça consiste exactement? C'est quoi votre rôle ici? Alors, on est une quinzaine de professionnels, alors surtout des dirigeants de e-commerce ou de retail. Notre rôle, c'est de travailler à la fois sur le thème de l'année. Donc cette année, c'est vision et simplicité. Je pense qu'on va y revenir après, pourquoi on a choisi ce thème. C'est aussi de choisir les startups qui sont au village startup. Il y a tout un tas de dossiers, de candidatures. Voilà, mais les places sont chères, c'est une très belle visibilité. Il y a combien de startups ici? Là, il y en a quoi, une vingtaine. Une quinzaine, je crois. Il y en a une vingtaine qui ont candidaté, mais... Ah non, voilà. non, qui sont au village. Qui sont au village, bien sûr, mais qui ont aussi pitché leur projet. Tout à fait. On a aussi un rôle par rapport aux keynotes. L'enjeu, c'est que le salon, les visiteurs puissent apprendre des choses. Donc, on ne soit pas trop dans une démarche commerciale. Donc, quand vous avez des partenaires, quels qu'ils soient, gros partenaires ou nouvelles solutions, l'idée, quand on est en keynote, en auditorium, c'est pas de vendre la solution. C'est que l'audience ressorte et a appris quelque chose. Donc on est particulièrement vigilant là-dessus. Parfois c'est assez rock, parce que les solutions adorent passer devant le comité. Parce que les exposants qui font des keynotes viennent pitcher devant le comité éditorial sur quel va être le contenu de leur keynote. Et donc nous, on participe très activement au choix final de dire ça correspond à un contenu qui nous semble intéressant et important en keynote. Voilà. Et le dernier sujet, c'est les nouveaux exposants. Sonia et Loïs nous demandent notre avis, notre recommandation sur les nouveaux exposants. Tous les ans, il y a des nouvelles entreprises qui ont envie d'exposer. Et voilà, on donne notre avis. Est-ce qu'on a travaillé avec eux ou pas? Est-ce qu'ils sont sérieux ou pas? Est-ce qu'on trouve qu'ils ont le bon positionnement par rapport au salon? Donc oui, on est assez sollicité en tant que comité. Justement, sur ces recommandations, est-ce que... Vous pouvez nous dire un peu, peut-être 2-3 recommandations que vous avez pu donner? 2-3 recommandations. Alors déjà, la particularité, comme c'est de la continuité, comme je l'expliquais, c'est que aussi bien sur la partie keynote qu'exposant, c'est de bien s'assurer qu'on ait une bonne répartition des enjeux qui nous semblent, puisqu'on représente à une quinzaine à peu près l'ensemble de l'écosystème retail et e-commerce en France. Donc à chaque fois, c'est de se dire, est-ce qu'on couvre tous les pans? Est-ce qu'on n'a pas une dimension, une problématique qui est surreprésentée?
à contrario d'autres. Donc ça aussi, de garder de la vigilance là-dessus. Parce qu'en fonction, il faut se le dire, en fonction des années, il y a des problématiques et des sujets qui, à un moment, pour des problématiques X ou Y, prennent une place très importante. Et le but, c'est qu'on n'oublie pas que parfois, il y a des visiteurs qui viennent ici pour des tas de sujets différents et qui ne se retrouvent pas dans le salon que sur le paiement ou que sur le social ou que sur quelle que soit la thématique, qui est vraiment une couverture large. Et sur la partie keynote, qu'on se souvienne des keynotes qui ont été faites chaque année pour s'assurer que on apporte des thèmes et des contenus différents aux visiteurs. Si c'est pour avoir la même conférence chaque année sur le même sujet, évidemment, c'est peu intéressant. Sur ce thème, justement, retour aux fondamentaux, pourquoi avoir choisi ce thème, Amélie ? Alors, c'est à la fois simple et complexe. En fait, aujourd'hui, on est dans un monde ultra complexe avec beaucoup d'injonctions contradictoires. On a à la fois envie de travailler sur nos modèles de demain, la transformation environnementale et sociétale, et en même temps, il faut piloter le business au quotidien. Donc, c'était de dire quelle est votre vision, et finalement, les entreprises les plus performantes, c'est celles qui ont une vision les plus forte. Un peu la North Star qu'on va aller chercher, ça donne du sens aux équipes, ça donne du sens dans la transformation. Et en même temps, c'est très macroniste ce que je suis en train de dire, et en même temps, il faut piloter au day-to-day sa marge, son EBITDA. Donc c'est des choix d'investissement, des choix de direction, et ça paraît évident en vision et simplicité, et back to basic, mais c'est ce qui probablement a le plus dur à faire dans ces périodes difficiles. Vous êtes d'accord avec ça, Romain ? Ouais, complètement. Et puis nous, on le voit chez Kingfisher, parce qu'on a l'avantage d'opérer sur un grand nombre de marchés européens. On est face à aussi des changements de concurrence très fortes. On parle souvent des plateformes chinoises, mais il y a aussi l'ensemble du développement partout en Europe des discounters qui amènent sur le marché auprès du consommateur des produits à très très faible valeur. Et donc on a cette problématique de dire, nous, on conçoit beaucoup de nos produits, à l'instar d'un Decathlon ou d'un Ikea, quasiment la moitié de notre business est fait pour des produits qu'on conçoit nous-mêmes. Donc avec un travail sur la chaîne complète, et de l'autre, se retrouver face à des concurrents qui mettent sur le marché des produits qui n'ont pas du tout les mêmes problématiques, pas du tout les mêmes contraintes, mais qui répondent, dans un contexte économique et de focus sur le prix très important des consommateurs, à de vrais enjeux. Et donc nous-mêmes, dans notre propre développement stratégique, on a cette logique de concurrence interne qui de se dire il faut que je traite ça, mais en même temps il faut que j'adresse des problématiques de pragmatisme au quotidien. C'est assez schizophrénique d'ailleurs, ces injonctions contradictoires. Vous en parliez parce que c'est vrai qu'il y a l'injonction du climat, de l'environnement, de la RSE, et en même temps il y a évidemment l'injonction du prix. Comment vous, chez La Redoute, vous appréhendez ces injonctions-là ? Alors, je pense encore une fois, c'est une question de temporalité. À moyen terme, je crois quand même que les gens vont se rendre compte que la qualité, ça a un prix. Et il faut trouver le bon trade-off entre qualité et prix. Et à nous d'être meilleurs et d'essayer d'avoir finalement, de mieux leur raconter cette qualité. C'est vrai que il y a beaucoup de nouveaux entrants, beaucoup sur le prix, et je lisais, on en parlait en préparant, une étude sur la mode. Le prix reste finalement le premier critère d'achat avant le style, avant le confort, avant la qualité. Sur la maison, parce que maintenant on a beaucoup basculé, 70% de notre chiffre est sur la maison, la décoration, on a énormément de nouveaux entrants, à la fois en petite décoration, linge de maison, mais aussi en meubles, et beaucoup en e-commerce sur le visuel. Donc tu es séduit par un visuel, tu vois pas le produit, et après tu es déçu de la qualité. Mais ce que je dis toujours aux équipes, les clients vont pas comparer les deux tables. In fine, nous, quand on les achète, on voit bien qu'il y a un problème de qualité. Donc il faut tenir son positionnement et se dire que... Et voilà, et après... Mais à la fois pas aller trop vite et pas trop loin. C'est ça la difficulté. C'est-à-dire que oui, la premiumisation, oui pour la qualité, oui pour la RSE, oui pour la transformation, oui pour avoir finalement beaucoup plus de nearshore dans nos achats, mais attention à pas aller trop vite, parce qu'on ne doit pas perdre le client. Donc il faut aller aussi vite que le consommateur. Et ça, c'est un art. Même question, comment vous, chez Kingfisher, vous arrivez à conjuguer ces injonctions contradictoires ? Alors,
on a des réflexions qui sont assez similaires sur un périmètre européen. D'un côté, on travaille tous les changements de comportement de consommateurs, donc tout ce qui est seconde main, des services autour de la location par exemple. On donne l'exemple souvent qui est assez caricatural mais réel de nombre de minutes qu'un client utilise une perceuse par exemple. Donc quand on achète une perceuse, on va l'utiliser en moyenne, je crois, 16 à 20 minutes par an. La première des choses, c'est qu'on se dit, si c'est pour acheter un produit que je ne vais utiliser que 20 minutes par an, est-ce que je ne peux pas aller la louer le jour où j'en ai besoin ? Ça, c'est clairement une tendance de long terme. Mais en même temps, je reviens sur mon point, le besoin de perceuses. Si j'ai des acteurs concurrents qui mettent des perceuses sur le marché à 20 € en prix neuf, ben, je ne peux pas faire comme si je ne le voyais pas. Donc comment je réponds à ça ? Mais en même temps, comment vous répondez à ça, justement ? On traite, comme on est un très gros acteur et qu'on développe nos produits, on arrive à concevoir des produits qui ont des caractéristiques techniques qui sont un peu moins fortes, mais qui restent dans la logique qu'expliquait Amélie, dans une logique de North Star qui dit on ne va pas aller à l'encontre de nos engagements très long terme en termes de responsabilité. Donc c'est comment j'arrive à développer des produits un peu plus économique, un peu plus entrée de gamme, mais sans arriver à quelque chose qui remette en cause nos engagements sociétaux. Amélie, vous voulez dire quelque chose par rapport à ça encore, ou on passe à l'IA peut-être ? Allez, passons à l'IA. L'IA, c'est vraiment évidemment le cœur de ces échanges pour cette édition-là. Tout le monde en parle dans les couloirs. Vous, dans vos deux groupes, comment vous avez est-ce que vous avez déjà implémenté de l'IA ? Et est-ce que vous pouvez nous donner un peu quelques cas concrets, si oui, que vous avez pu mettre en place, Amélie ? Alors, il y a beaucoup de littérature sur le sujet, il y a beaucoup de gens qui en parlent beaucoup. La question, c'est de savoir concrètement ce qui sort. Maintenant, il y a des entreprises qui sont très avancées. Et en fait, en regardant finalement les entreprises les plus performantes, on s'était rendu compte qu'ils avaient fait des choix. C'était pas je mets de l'IA partout, c'est je suis focus, je prends un projet, je change profondément ma façon d'opérer le métier sur ce process ou sur cette partie de mon business. Donc nous, on a fait deux choix cette année. Le premier, c'est le content marketing. Donc je vais te donner un exemple sur les fiches produits. On est en train de tester tout un tas de solutions qui vont sortir là sur la photo pour mettre nos produits en fiches produits, la génération de texte à base d'IA, la traduction. En gros, c'est comment finalement tu as un meilleur time to market avec un coût moindre et une qualité supérieure autour de ta fiche produit. Ça, c'est un des sujets. Notre deuxième sujet, c'est sur la relation client. Donc ça, on n'est pas du tout les plus avancés du marché. C'est très intéressant de discuter d'ailleurs dans ce genre de salon et de voir finalement les entreprises avancées qui ont mis des agents IA pour traiter une grosse partie finalement des flux entrants des clients. Le sujet, c'est finalement est-ce que tu as une bonne data ? Attends, qu'est-ce qu'elle a dit ? Data readiness. Hier, j'entendais ça, j'ai appris on essaie d'avoir retranscrire les mots, pour être sûr que finalement, quand on entraîne ces agents IA, ils soient pertinents. Voilà. Donc, il faut regarder dans ton entreprise si tu es prêt à intégrer finalement et à transformer ce processus avec de l'IA, mais il y a des préambules. Voilà. Donc, c'est nos deux sujets clés du moment. Et chez La Redoute, vous êtes prêts justement à intégrer les agents IA ? On a commencé avec un bot sur la FAQ avec Copilot, et là on est en train de regarder, il y a des agents IA qui je trouve très intéressants. D'ailleurs, si je fais une petite pub à Clark, qui a eu le prix hier, parce qu'on avait commencé à regarder avant leur prix d'hier avec eux, je trouve ça très intéressant ce qu'ils font. Il y en a d'autres aussi sur le marché, mais c'est comment finalement aussi le consommateur, je ne le traite pas juste en messaging. J'ai un email, c'est sur les réseaux sociaux. Comment je récupère finalement tout ça ? Et je mets des agents IA pour aider un peu les conseillers clients. Mais c'est sûr que ce métier va être en très forte disruption. Très très vite, on n'aura plus que les cas très complexes à traiter avec de l'humain. Vous êtes d'accord avec ça, Romain ? Oui, complètement d'accord. Alors nous, on a par contre on a eu une approche depuis 4 ans à peu près au sein du groupe, avec une logique d'AI Factory. À l'origine, indépendamment de la partie GenAI qui est arrivée grosso modo il y a 2 ans, où on a commencé à développer un certain nombre de produits en interne, la taille faisant que parfois sur certaines problématiques cœur, type la reco par exemple, les moteurs de reco, on s'est dit on a moyen de potentiellement le développer nous-mêmes
et de s'assurer que ça corresponde à l'ensemble des besoins de toutes nos enseignes. Donc ce qu'on a fait il y a 4 ans, on a commencé par là, on a développé un moteur de recommandation basé sur l'IA en interne et qu'on a maintenant déployé sur l'ensemble des enseignes du groupe en ayant benchmarké avec les solutions qu'on utilisait préalablement de l'extérieur. Donc ça, c'était le premier test. Et depuis, on a construit une vraie équipe dédiée de plusieurs dizaines de personnes qui travaillent pour l'ensemble des enjeux du groupe, l'ensemble des enjeux que les enseignes remontent et qui co-développent avec des solutions, avec des LLM du marché, des solutions qui sont ou en optimisation back ou en front. Alors donc l'exemple que je peux vous citer, puisqu'on l'a développé il y a 1 an et demi maintenant sur la France, sur Casto, c'est Hello Casto, qui est le premier agent conversationnel qui a été développé dans la distribution spécialisée, qui est concrètement un agent qui répond à toutes les problématiques que vous pouvez avoir autour de la maison, sans aucune logique de fermeture, c'est-à-dire on peut lui poser toutes les questions. Aujourd'hui, il est présent donc sur la homepage de castorama.fr et on est en train de le déployer sur B&Q, qui est notre enseigne anglaise, et également on va le déployer en Pologne. Donc ça, c'est un exemple très concret. Et ça, vous l'avez développé en interne ou... En interne, sur des LLM du marché. Donc on a 3 gros LLM. Quel type de LLM? Gemini d'un côté, Claude de l'autre, et évidemment OpenAI. Donc on travaille avec les 3. Et pas Mistral AI? Non. Pourquoi? Bon, on a fait ce choix-là il y a 2 ans et demi. C'était pas prêt l'année dernière. Ouais. Pas prêt. Quand on a démarré, Julien, il faut suivre. Je vais essayer. On a été assez pionniers, parce que je vous dis, on a lancé il y a plus d'1 an Hello Casto. Et donc on a été le premier. Ce qui est intéressant, c'est que nos confrères américains, Lowe's, viennent d'annoncer dans leur résultat annuel qu'ils allaient lancer le premier agent conversationnel en DIY, ce qui est complètement faux, puisque nous, ça fait plus de 12 mois qu'on l'a. Donc on voit que c'est quelque chose qui motive beaucoup d'acteurs. Après, c'est compliqué. C'est compliqué parce que on est en frontal avec le client, on a une couverture de besoins qui est ultra large dans l'amélioration de la maison. On peut avoir des questions qui est je veux repeindre la chambre de ma fille, quelle couleur est la plus adaptée, donc une question très très ouverte. À de l'autre, j'ai besoin de percer un mur qui fait 5 cm de profondeur, quels sont les meilleurs outils qui vont m'aider à faire mon travail. Donc c'est très très large, et donc là on rentre dans une logique d'échange, de conversation, et donc on doit l'entraîner avec des contenus qu'on produit nous-mêmes pour s'assurer qu'ils répondent de manière à peu près proche à ce qu'un bon vendeur fait en magasin quand on lui pose la même question. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des réticences aussi justement sur l'acceptabilité de l'IA pour vos salariés, pour vos collaborateurs? Comment on fait pour faire accepter l'IA? Ça, c'est une bonne question. Merci. Merci, Julien. Non, mais parce que je pense que c'est pas du tout qu'un sujet de tech, d'entraînement. Le sujet humain est clé. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, il faut partir. Mais par exemple, tel qu'on l'a pris nous, par exemple sur le content marketing, on est parti tous les irritants et les use cases. On a travaillé avec les équipes parce que si tu veux qu'il y ait un changement profond de process, qu'ils l'adoptent, qu'ils se disent ça m'augmente en fait. Ça ne me remplace pas, mais ça m'augmente. Ça augmente ma créativité. Ça va augmenter mon temps disponible de réflexion pour innover, par exemple. Donc, en fait, il faut, dans tout changement profond, et celui-là, il est majeur, que les gens aient un bénéfice. Et en vrai, il peut y avoir une peur au départ. Et puis, dès que c'est tellement passionnant, dès que tu t'y mets en groupe de travail, etc., et que tu commences à avoir des résultats, d'abord, c'est hyper excitant. Et du coup, tout le monde se prend au jeu. Mais oui, ça nécessite un accompagnement humain. Ouais. Alors, à 300% d'accord, nous on a eu deux approches là-dessus. La première, c'est quand on a lancé Hello Casto, évidemment, on s'est assuré d'expliquer en interne que c'était pas là pour remplacer les vendeurs en magasin, ça va de soi. Et en fait, paradoxalement, on a eu plutôt une certaine partie de la population des collègues en magasin qui s'est plutôt, en tout cas, qui a été très curieux avec l'outil, qui l'a utilisé, qui s'est rendu compte que c'était qualitatif les réponses. Et donc, on a eu des use cases en interne. Ils ont montré à d'autres collègues, dans de la communication interne, je l'utilise quand je suis sur un rayon qui n'est pas le mien et j'ai le client face à moi. En fait, je m'accompagne de ça. Et donc, ça montrait que c'était complémentaire. Et l'autre cas, qui est exactement dans le cas qu'Amélie expliquait, dans mes précédentes fonctions, parce que j'étais en charge du marketing et du digital de Castorama avant jusqu'à 3 mois, c'est très important que des équipes qui sont autour du marketing, autour du digital et qui ont une appétence et une curiosité très variable par rapport au sujet, de s'assurer qu'ils comprennent comment l'IA, dans le sens très large du terme, change leur travail au quotidien. Et donc, j'ai mis en place à la fin de l'année 2024 un plan de formation pour une centaine de collaborateurs chez Castorama pour avoir une formation personnalisée autour de leur métier.
Donc quelqu'un dont le boulot est de travailler des contenus, comment il peut l'utiliser pour accélérer son métier. De l'autre côté, quelqu'un qui fait du merchandising, il ne va pas avoir les mêmes besoins. Et puis il y a aussi des gens qui vont se dire « Ouh là là, moi ça me fait peur », et d'autres qui vont foncer. Comment ils embarquent justement ces gens Ce plan de formation, on l'a fait de manière personnalisée, on l'a fait avec notre partenaire Epsilon, qui nous a accompagnés sur le fait de dire le besoin de quelqu'un qui est très appétant n'est pas du tout le même que quelqu'un qui a une peur, ou en tout cas une crainte là-dessus. Vous êtes d'accord aussi, Amélie? Dernière question peut-être. Quel est le pouls quel est le pouls ici? Quel est l'état d'esprit des entreprises, des chefs d'entreprise qui sont là, avec qui vous avez pu discuter? Comment vous sentez un peu le secteur? Amélie peut-être? Ou Romain? Le secteur, il reprend la problématique aujourd'hui de l'économie française et de la distribution en général. Aujourd'hui, on est dans un contexte quand même de tension, un contexte de résultats, court terme et moyen terme. Et donc, quand on reprenait un peu les injonctions contradictoires, on sent quand même que les dirigeants français aujourd'hui sont très, très connectés et très, très focus sur ce qu'il va driver les résultats. Bon, là, on est en 2025 de cette année. En gardant la North Star, mais de l'autre de dire vraiment quelles sont les solutions qui peuvent m'amener à améliorer ma rentabilité bas de ligne très court terme. Je pense qu'à des degrés divers, mais et ça dépend des verticales et des métiers, mais on sent, moi j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup plus de dirigeants qui m'avaient dit c'est dur en ce moment. Voilà. Plus que l'année dernière. Pourquoi? Parce que le marché est difficile, que la consommation est en berne, qu'il y a de l'inquiétude, parce que tout ça. Bon, je pense que vous êtes... Mais j'ai senti plus alors pas du tout de défaitisme. Je pense qu'encore une fois, on cherche tous des solutions et on en a vu d'autres, des moments difficiles. Mais voilà, j'ai ressenti ça plus que les 2 années passées. Ok. Merci beaucoup à vous deux. Merci infiniment. Amélie Poisson, directrice générale adjointe de La Redoute, et Romain Rouleau, directeur digital et e-commerce du groupe Kingfisher. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Julien. Merci bon bien. Salon.